des arguments qui pèsent. FR3 et Antenne 2 vous invitent avec Perrier à Bercy 88, 3e Open de Paris. Du 24 au 30 octobre, les plus grands joueurs du circuit s'affrontent à Bercy. Tous les champions ont rendez-vous lundi, mardi, jeudi, vendredi à 15h30 en direct sur FR3. Finale du simple, dimanche 30 octobre à 14h30 en direct sur FR3. 3e Open de la ville de Paris, l'événement tennistique de l'automne à Bercy et sur FR3. Beau temps ou mauvais temps? Après soir 3, regardez le bulletin du ciel. Les fenêtres Tecnal vous annoncent le programme de FR3. Après soir 3, Océanique. Les fenêtres Tecnal vous souhaitent une soirée en beauté. Soir 3, Jacqueline Alexandre. Référendum sur la Nouvelle-Calédonie, succès mitigé pour le premier meeting en faveur du oui organisé à Paris à la Mutualité. 3 syndicats sur 5 ont signé le protocole d'accord proposé par le ministre Claude Évin. Chili, le reportage d'une équipe de Soir 3 qui a passé les premières heures de l'après-référendum avec les communistes chiliens. Tennis, les 32 meilleurs joueurs mondiaux s'affrontent pour un des plus gros enjeux, plus d'1 million de dollars, soit 6 millions de francs. Bonsoir. Succès mitigé en ce premier jour de campagne électorale pour le référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Ce soir, à la Mutualité, meeting en faveur du oui, organisé par le comité Calédonie Fraternité, créé par le comédien Michel Piccoli, qui compte Alain Delon parmi ses adhérents. Une affiche brillante sur la scène, Guy Béard, le professeur Minkowski, l'écrivain journaliste Jack Lanzmann. Dans la salle, Jean-Marie Tjibaou, entouré de Jack Lang et de Louis Lepinsec, ministre des Dom-Tom. Un premier meeting qui n'a pas connu un franc succès. Éric Pierrot. Les rangs du public clairsemés, le balcon vide, Michel Piccoli et les membres de son comité Calédonie Fraternité n'ont pas fait une énorme recette ce soir. Quelques centaines de personnes seulement sont venues à la Mutualité. Surprise de la soirée, la présence de Jean-Marie Tjibaou. Un peu déçu, mais somme toute philosophe, devant le succès tout relatif de cette réunion. La Calédonie, c'est quand même le pays le plus loin de votre pays. Et je pense que c'est logique que les gens ne s'en rendent pas compte de ce qui se passe là-bas. Parce que plus un pays est loin, et moins on est touché par ce qui s'y passe. L'autre surprise de la soirée vient de Raymond Barre, absent, mais qui a envoyé un message de soutien au comité Calédonie Fraternité. Message lu par Michel Piccoli. Pour ma part, je voterai oui le 6 novembre 1988. Je demande à tous mes compatriotes de rejeter la non-participation ou l'abstention et de répondre massivement oui à la question qui leur est posée. Ainsi, j'en suis convaincu, pourrons-nous contribuer à ce que dans 10 ans, la Nouvelle-Calédonie choisisse de rester avec nous au sein de la République française. En demandant de ne pas suivre la consigne d'abstention, Raymond Barre jette, on l'a compris, une nouvelle pierre dans le jardin du RPR et marque une fois encore les relations de bonne intelligence qu'il entretient sur certains dossiers avec le gouvernement de Michel Rocard. Michel Rocard qui était attendu ce soir, mais qui, retenu à Conflans-Sainte-Honorine, a fait faux bond. 48 heures après l'incendie du cinéma Saint-Michel où se donnait le film très contesté de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ,
Les politiques réagissent contre cette manifestation d'intolérance. À l'appel du Parti communiste et du Parti socialiste, près de 1500 personnes se sont rassemblées ce soir devant la façade calcinée du cinéma. Ça et là, des personnalités du monde artistique et politique ont exprimé leur révolte. Le maire de Paris, Jacques Chirac, s'est dit indigné et a condamné sans réserve cet acte de violence et d'intolérance. Les plus hautes autorités religieuses réprouvent elles aussi ces gestes absurdes. Le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger, a exprimé sa compassion aux victimes et traite de lâches les auteurs de ces actes. Étape décisive dans le conflit des infirmières. 3 syndicats sur 5 ont signé le protocole d'accord proposé par le ministre de la Santé au personnel hospitalier. En fin d'après-midi, CFDT, CFTC et FO ont avalisé les propositions du gouvernement que la coordination des infirmières et 2 syndicats récusent toujours, même si la grève est momentanément suspendue. Émilie Rafoul. Après plus de 3 semaines de grève dure, il a fallu cet après-midi à peine une demi-heure pour venir à bout de cet accord, 12 pages pleines, sans compter les annexes. CFDT, Force ouvrière et CFTC ont signé avec le ministre Claude Évin, CGC et CGT ont refusé. Les représentants de la CGT ne sont pas venus s'asseoir à la table de cette dernière négociation. 85% du personnel nous a demandé, à bulletin secret, de ne pas signer et de poursuivre l'action. Nous sommes ici leurs représentants, ont-ils expliqué. La conférence de presse a été donc séparée et les syndicats signataires ont admis qu'il s'agissait d'un accord d'étape. Il n'y a donc à notre avis pas de vainqueur ni de vaincu, mais sans doute l'amorce d'une politique différente dans les fonctions publiques. C'est la première fois qu'il y a un accord qui est signé depuis 1968. Il faut que dans le secteur public, on apprenne à négocier et à faire évoluer régulièrement les carrières. Ce mouvement a exprimé une aspiration à plus de dignité, une aspiration à être reconnu, mais aussi il a exprimé les tensions qui règnent à l'intérieur du système de santé et plus particulièrement à l'intérieur de l'hôpital. Ces tensions, elles ne vont pas trouver de réponse immédiatement et on ne va pas considérer que maintenant le calme est définitivement revenu dans les hôpitaux. Ministres et syndicats sont finalement tous d'accord sur un point, au-delà de cette crise, la nécessité absolue de transformer l'hôpital en France. Invité de France Inter, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Jean Popren, a déclaré que même si le vent de l'agitation est tombé, le gouvernement doit en tenir compte en s'engageant dans une politique de négociation. Il y a eu un fort coup de vent. J'ai le sentiment que le plus fort du coup de vent est passé. Je n'en suis pas certain, personne n'en est certain, mais je le crois. Mais il me semble que le gouvernement aura intérêt, et j'ai le sentiment que c'est bien là son état d'esprit, à considérer que une sorte de coup de semonce, d'avertissement, doit être pris très au sérieux. Et donc à travailler en perspective sur les prochains mois pour que le prochain coup de vent, s'il devait y en avoir un, ne devienne pas une tempête. Et en clair, qu'il n'y ait pas de prochain coup de vent, parce qu'on aura d'ici là mené la négociation, mené la concertation, et donc abouti justement à un compromis. Vous avez bien voulu rappeler que depuis des années, j'insiste sur la nécessité de rechercher le compromis, avec cet argument très simple. Puisqu'on a proclamé la fin des guerres sociales, très bien, et tout le monde peut se réjouir si c'est vraiment la fin des guerres sociales. Mais si c'est plus la guerre, c'est l'accord, c'est-à-dire le compromis. Procès du Heysel. Il n'y avait plus que 2 hooligans dans le box des accusés. Les autres étaient restés dans leur pays. Ce procès, qui entre dans sa 2e semaine, risque de durer plus longtemps que prévu. Aujourd'hui, les avocats de la défense ont réclamé la lecture intégrale des 48 000 pages du dossier. Le tribunal a demandé 24 heures de réflexion et l'audience de demain a été annulée. La journée d'aujourd'hui a été consacrée au visionnage des différentes bandes vidéo. De notre envoyé spécial à Bruxelles, Jacques Bell. 7 téléviseurs sont installés dans le tribunal et pendant 2h30, les images du drame du Heysel défilent muettes. Le président a demandé que les bandes vidéo soient projetées sans aucun son. Dans la salle d'audience solennelle, la soirée du 29 mai 85 fait irruption pour la première fois dans le procès. Les familles des victimes sont absentes, à l'exception de 2 jeunes Italiennes dont le père est mort au Heysel. On a seulement vu notre père qui meurt par terre. On ne sait rien d'autre. Vous l'avez reconnu formellement? Oui. Ah, oui. Vivant et mort aussi, on l'a vu. Marina et Giovanna ont décidé de rester jusqu'à la fin du procès.
Mais a-t-il seulement commencé ce procès du Hesel? Sur les bancs de la défense, on conteste son organisation. Un avocat anglais résume cela en quelques mots. Mes confrères belges sont excédés par la façon dont le juge conduit les débats. En fin d'après-midi, les défenseurs ont réclamé la lecture complète du dossier, faute de pouvoir en payer les photocopies. En tout, il y en aurait pour 58 semaines. Du coup, le président a annulé l'audience de demain. Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl est arrivé aujourd'hui à Moscou avec une délégation de ministres ouest-allemands pour une visite officielle de 4 jours. Peu de temps après son arrivée, M. Kohl a lancé un vibrant appel à la réunification de l'Allemagne et au libre mouvement des biens et des idées entre les pays d'Europe, de l'Ouest et de l'Est. Le chancelier a salué la politique de réforme entreprise par M. Gorbatchev au cours de 2 heures d'entretien avec le numéro 1 soviétique. Les 2 hommes d'État ont assisté à la signature de l'accord des prêts entre un consortium de banques ouest-allemandes et l'URSS. Pour la première fois, l'OLP s'est publiquement immiscé dans la campagne électorale israélienne en invitant les électeurs juifs à voter pour les forces qui veulent la paix. Chili. Une équipe de Soir 3 était au Chili au moment du plébiscite. À cette occasion, ils ont rencontré l'une des composantes de l'opposition, le Parti communiste, un parti fort, 15% de la population, interdit dans le pays depuis 1973. C'est précisément avec les communistes que Francine Raymond et Philippe Guinet ont passé la nuit du plébiscite et les 48 heures qui ont suivi, au moment où soudain tout a basculé. Ferme la porte, n'oublie pas, nous sommes toujours en dictature. On est ici dans une permanence clandestine du Parti communiste. Le 11 septembre 1973, le général Pinochet a déclaré la guerre au communisme. Toutes les horreurs commises pendant 15 ans l'ont été au nom de la lutte contre le marxisme. Depuis hier, Santiago fête la victoire du non. Elle aurait pu être très belle, cette fête. Il aurait été vraiment beau, cette fête, s'il aurait été ici. Mon ami Enrique París, le médecin, il est mort. Mon ami Sangüesa, il est mort. Mon chef Victor Díaz, le chef du parti, il est disparu. Ils ont fait disparaître aussi des gens qui n'étaient pas dans la rue hier. Mais je suis avec joie aussi parce que je crois que notre lutte est la continuation réelle de cette lutte. C'est une grande victoire, une grande victoire. Je suis très content. Je suis sûr qu'on a changé le cadre politique. Faire tomber le dictateur en utilisant les armes de la démocratie, les jeunes ont été les premiers à croire que c'était possible. Il y a encore un an, les communistes chiliens étaient partisans de boycotter ce plébiscite. Ce matin, le socialiste Ricardo Lagos s'emploie à calmer les impatients. Il faut ouvrir le dialogue avec les militaires. C'est Pinochet qui a été battu, pas l'armée. Le général président accepte le verdict des urnes. Ce soir, il s'adresse aux forces armées et leur demande de ne pas oublier les glorieux principes qui les ont poussés à prendre le pouvoir en 1973. Volodya Tetelbaum, le théoricien du Parti communiste condamné à l'exil, a été autorisé à rentrer. À son retour de Moscou, il y a un mois, il avait appelé à un soulèvement populaire si le oui l'emportait. Ils ont voulu faire disparaître les communistes pendant toutes ces années. Et les communistes sont ici avec le peuple. Nous sommes unis avec toutes les forces politiques. Le débat sur la lutte armée contre le régime militaire qui a divisé le parti n'est plus d'actualité. Les communistes appuieront le candidat unique de l'opposition, sûrement un démocrate chrétien. On doit utiliser le bistouri pour faire un travail de précision politique, de finesse politique. Pas pour arriver jusqu'au cœur, mais on doit couper le tumeur qui fait malade le Chili aujourd'hui, et cette tumeur, c'est Pinochet. Au Parti communiste comme ailleurs, les jeunes ne veulent plus perdre de temps avec les erreurs du passé. Le père d'Enrique París était le médecin de Salvador Allende. Il est mort sous la torture. Lui a vécu 8 ans d'exil. Il est possible de retrouver la démocratie dans la mesure où il existe unité, où tous ont fait la même chose en même temps, avec la même décision. Je crois que ça a été la clé du triomphe du 5. Il ne faudra pas oublier la leçon, sinon Pinochet est encore là jusqu'en 1997. Mais le Chili n'est plus le même depuis le 5 octobre. On ose enfin parler de l'avenir.
On en sait davantage sur les remous autour des actions de la Société Générale. En effet, M. Georges Pébreau, président de Marceau Investissement, a acheté 9,16% de la 3e banque commerciale française, privatisée en juin 87. Ce soir, M. Bérégovoy a déclaré que le dénoyautage de la Société Générale était le fait de la loi du marché. Alors, Henri Laurey, il y a quelques semaines, c'était le dénoyautage d'Havas. Aujourd'hui, c'est le tour de la Société Générale. Alors, ça ne vous surprendra pas si je vous rapporte qu'on dit déjà que le gouvernement a donné un coup de pouce à la loi du marché. Jacqueline, sans jouer sur les mots, on ne peut pas dire aujourd'hui que la main du gouvernement socialiste procède autoritairement au remodelage de ces noyaux stables que M. Bérégovoy avait sévèrement contesté, vous vous en souvenez. Concrètement, en effet, l'initiative revient à des hommes qui, c'est vrai, ont pris au pied de la lettre le message du ministre des Finances, mais ce sont d'abord des investisseurs privés qui opèrent sur le marché. Alors, l'exemple de la société Havas, avant la Société Générale. L'architecte de l'équilibrage, du rééquilibrage d'Havas, est M. André Rousselet, ancien directeur du cabinet du président de la République, certes, mais qui s'est servi de la réussite financière de Canal+ pour prendre position en force dans Havas. C'est aussi une démarche industrielle de la communication. Mais dans le cadre de la Société Générale, alors, qu'est-ce qu'on peut dans dire ? le cadre de la Société Générale, c'est M. Georges Pébreau, vous l'avez dit, qui fait office de maître d'œuvre pour la reconquête. Or, M. Pébreau fut longtemps le bras droit de M. Ambroise Roux à la CGE. Avant d'être le président de la CGE, sous le précédent mandat socialiste, il en fut évincé en 1986. Et si Marceau Investissement, qu'il préside aujourd'hui, a bénéficié effectivement du concours d'entreprises nationales comme les AGF, l'UAP, le GAN et d'autres encore, c'est en qualité d'investisseur privé que M. Pébreau vient d'opérer aujourd'hui dans le capital de la Générale et d'ailleurs par ricochet dans celui de la CGE. S'il devait y avoir un enseignement à cette histoire, ce pourrait être celui-ci. Conformément aux engagements du président de la République, ni privatisation ni nationalisation, les rapports entre l'État et les entreprises privatisées obéissent aujourd'hui à des critères d'influence sur fond de dialogue. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de détenir 100% du capital d'une entreprise pour y exercer de l'influence. Autrement dit aussi, les temps changent et la loi du marché aussi. Merci Henri Laurey. Et à la Bourse de Paris, aujourd'hui encore, le fait marquant a été l'animation autour de la Société Générale. Une bourse qui par ailleurs a marqué une pause après la fièvre de la semaine dernière. Martine Thiébaut. À la Bourse de Paris, le démarrage de la journée a été tout d'abord hésitant. On craint un relèvement des taux d'intérêt pour soutenir le franc. Puis le marché s'est ensuite laissé porter par l'animation qui régnait sur la Société Générale et également sur Perrier, alors que Stratford et Institut Mérieux ont bénéficié de bonnes perspectives de résultats. A l'inverse, on voit sur le tableau que des prises de bénéfices ont particulièrement affecté le secteur de la distribution et des grands magasins. La forte chute des cours du pétrole due au désaccord entre les membres de l'OPEP a permis de stabiliser le dollar, mais pas suffisamment toutefois pour soulager le franc et le marché anticipe un nouveau relèvement des taux d'intérêt. Une chute du pétrole qui a fait reculer l'or. L'once a perdu 5 $ à Paris à 409,26 $, moins 100 francs sur le lingot et moins 3 francs sur le Napoléon à 482 francs. À Wall Street, la séance est restée terne, dominée par des prises de bénéfices sur la vague de paix actuelle. Et en clôture, le Dow Jones revient sur le seuil techniquement délicat des 2170. Et n'oubliez pas, sur votre Minitel 3615 ou 3616, code TV Bourse, toutes nos informations complémentaires. Sport, tennis avec l'ouverture aujourd'hui à Bercy du plus grand tournoi en salle du monde. Le numéro 1 mondial, Mats Wilander, y participera, même s'il est un peu grippé en ce moment, ainsi que les 31 meilleurs joueurs du monde. Le récit de cette première journée avec Alain Dorgans. 1 102 500 $, c'est la coquette somme mise en jeu à l'Open de Paris qui en fait un des tournois du Grand Prix les mieux dotés après l'US Open, Wimbledon et Roland-Garros. Ajoutez à ce dopant lucratif une quantité de points en vue de la qualification pour le Master et vous aurez tous les stimulants nécessaires à l'épanouissement d'un grand tennis et à l'arrivée à l'aboutissement d'un grand profit pour ces écumeurs de cours. Ce show des multimillionnaires de la raquette a été ouvert par le Suédois Jonas Svensson qui s'est débarrassé au premier tour de l'Américain David Pate en 2-7, 6-4, 6-1. On peut être finaliste de l'Open de Paris en 1986 et avoir recours aux qualifications pour cette édition sans avoir perdu de sa superbe. Sergio Casal est toujours un excellent volleyeur. Il a prouvé face à l'Américain Paul Annacone, vainqueur du premier set 6-4. Au cours du deuxième set, l'Américain sera plus présent au filet, poussera son adversaire à la faute et l'empêchera de renouveler son exploit signé il y a 2 ans. Finalement, Paul Annacone remportera aisément le deuxième set 6-2, obtenant son visa pour le deuxième tour.
Le match le plus équilibré de jour, celui qui a opposé l'Australien Darren Cahill à l'Américain Aaron Crichton, auteur ici d'un magnifique lob. Les 2 sets ont été sanctionnés par un tie-break. Le premier a vu la victoire de Crichton. Le second a connu le même scénario en dépit de la combativité de Cahill, conjuguée à son talent à la volée. 7-6, 7-6 en faveur de Crichton. Après avoir cueilli les lauriers olympiques, Miloslav Messir vient récolter ceux de la fortune. Un premier contact avec le public de Bercy. Facile, face à un adversaire, l'Américain Richie Renberg, qui l'était moins. Quelque peu chahuté, le plus imprévisible des tennismen s'est ouvert la voie du deuxième tour, 6-4, 6-3. Et les Français dans tout ça, Thierry Tulane n'a pas pesé lourd dans la raquette du Suisse Jacob Lasek. Il s'est incliné 6-4, 7-6. Guy Forget, invité au même titre que Tulane, a concédé le premier set au tie-break après avoir mené 5-2 face à l'Autrichien Karl Limberger. Au deuxième set, Guy a inversé la tendance, 6-4 en sa faveur. Actuellement se dispute la 3e manche. La suite aux prochains échanges demain. Pendant toute la durée de l'Open International de Paris, FR3 diffusera les matchs en direct de 15h30 à 18h30. Ainsi, demain, vous pourrez suivre la rencontre Thomas Muster, Anders Jarid, puis l'Argentin Martin Raite contre le jeune Français, dont je vérifiais le nom, Eric Vinogradzi. Il faudra attendre soir 3 pour avoir un résumé filmé de la rencontre Lecomte McEnroe. Voici les pronostics de Monsieur Courtine pour le tiercé de demain à Vincennes. Dans le prix Margarita, il y aura 18 partants, le 15, le 4, le 12, le 8, son joker, le 11, le 13 et le 14. Les baleines prises dans les glaces de l'Alaska n'ont toujours pas pu être libérées, mais aux moyens techniques exceptionnels mis en œuvre par les États-Unis s'ajoute aujourd'hui l'aide soviétique de l'espoir pour les baleines dont on craint qu'il ne reste que 2. Marie-Odile Pagnès. Américains et soviétiques unis pour sauver les baleines grises. Ce matin, le Vladimir Arseniev et l'amiral Makarov, 2 brise-glaces soviétiques, ont mis le cap sur l'Alaska. Et pour qu'ils parviennent plus vite encore à Point Barrow, où les baleines sont prisonnières de la banquise, ce sont les Américains qui les guident dans ce dédale de glace grâce aux informations transmises par leurs satellites. Un espoir supplémentaire à Point Barrow, où chacun se bat avec ses moyens. Les Esquimaux qui jour et nuit tronçonnent la glace et dégagent de dérisoires trouées où les baleines viennent respirer. L'hélicoptère de l'État d'Alaska pilonne la banquise sans relâche et les foreuses acheminées par le plus gros avion militaire américain tentent de dégager un chenal vers la mer libre. Une course contre la montre qui dure depuis 2 semaines. Malgré tout, les baleines remontent à la surface de plus en plus fréquemment, signe de leur épuisement, et le baleineau, surnommé flocon de neige par les Esquimaux, n'a pas réapparu depuis 2 jours. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Référendum sur la Nouvelle-Calédonie, succès mitigé pour le premier meeting en faveur du oui, organisé à Paris à la Mutualité. François Mitterrand a rappelé que le oui ne marquera ni le triomphe d'un camp ni la défaite d'un autre. Il consacrera la victoire de la paix. 3 syndicats sur 5 ont signé le protocole d'accord proposé par le ministre Claude Évin. Enfin, tennis, les 32 meilleurs joueurs mondiaux s'affronteront pour un des plus gros enjeux, plus d'1 million de dollars, soit 6 millions de francs. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Dans quelques instants, la météo de Michel Touré. Je vous retrouverai demain, relativement tard également, à 22h45. Bonne nuit, à demain. Bonsoir et bienvenue pour vos nouvelles du ciel. Demain, nous bénéficierons encore d'une agréable journée. Seules les côtes de la Manche, la Normandie et la Bretagne seront désavantagées. Voyons la situation générale. Avec ce splendide anticyclone nordique, vous voyez, c'est à 1020 hectopascales, qui nous protège relativement. Cette vague nuageuse partant de l'Écosse jusqu'à l'Allemagne et même plus loin, qui causera quelques problèmes aux habitants du Nord. Et ce centre dépressionnaire situé sur l'Atlantique, il est derrière moi, qui pour l'instant fait du surplace, alors n'en parlons plus.
Mardi, 6-7 heures du matin, prévision matinale. Sur la Normandie et la Bretagne, ciel gris, petite pluie. Ailleurs, après dissipation de fréquents brouillards assez denses, soleil relativement prodigue, surtout sur la partie sud du pays. Voyons l'évolution de ce temps en cours de journée. Ça ne se passe pas trop mal pour certains. Sur la Normandie et l'ouest du bassin parisien, abondance de nuages, petite bruine près des côtes. Au sud d'une ligne Lorient, Tours, Grenoble, bel après-midi d'automne avec soleil à la pluie. Ailleurs, de la pointe du Finistère jusqu'aux frontières de l'Est et du Nord, sympathiques éclaircies malgré la présence de quelques nuages. Température matinale de saison, 8 à 13 degrés pour l'ouest, 3 à 17 pour l'est et 9 à 12 degrés près de la Méditerranée. Celles de l'après-midi seront elles aussi de saison, mais bien sûr plus agréables. 13 à Metz, 14 à Mulhouse, 15 à Lille-Reims, 16 à Cherbourg, 17 à Brest-Paris, 18 à Lyon, 20 Perpignan-Marseille, 22 Bordeaux-Ajaccio et 23 records du jour à venir pour Biarritz et Toulouse et leurs environs. Le temps et les températures prévues chez quelques proches ou un peu plus lointains voisins. Stockholm, 8 degrés peu nuageux, Londres 15 degrés pluie, Bruxelles 12 degrés très nuageux, Genève 15 degrés nuageux, Rome 22 degrés soleil, Madrid et Lisbonne 24 degrés soleil. Voilà, demain, eh bien, nous serons le 25 octobre 1988. N'oubliez surtout pas de fêter les Enguerrand, les Daria, les Doria et les Crépins. Et en ce qui concerne l'avenir, eh bien, mercredi, nuages le matin, en fin de compte, ce sera le même type de temps que mardi, nuages le matin, belles éclaircies l'après-midi. Bonne soirée sur FR3. Soleil ou pas soleil, chez toi, c'est le pays des merveilles. Chauffage au fioul. Les fenêtres Tecnal vous annoncent le programme de FR3. Dans un instant, Océanique. Les fenêtres Tecnal vous souhaitent une soirée en beauté. Pour vous simplifier, la communication, Sagem a réinventé la télécopie. Voici le premier télécopieur à mémoire agréé par les télécoms. Il transmet par téléphone texte, dessin et même photo. En toute fidélité. Et avec ce télécopieur Sagem, n'est-ce pas, vos correspondants ne sont plus qu'à quelques secondes de vous. Sagem, télécopieur en toute fidélité. Pouvoir de la puissance, sortilège de la beauté, un jour ou une nuit, vous ferez un pacte avec la Syrah. La Syrah du diable. Voici la plaquette Lubrastrip de Gillette Contour Plus. Elle dépose un film lubrifiant qui fait glisser le rasoir pour plus de douceur pendant le rasage et plus de douceur après. Le système Gillette Contour Plus, la précision. La douceur en plus. Dimanche 6 novembre 1988, référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Ce jour-là, vous voterez oui, non ou blanc. Aucun gouvernement, aucune assemblée, personne ne prendra cette décision à votre place. Le 6 novembre, votre voix sera celle de la France. Le 6 novembre, vous êtes la voix de la France. Votez. La politique ne se vend pas, la politique s'explique. Informez-vous. Si tu fais la coquette avec tous les garçons, si tu prends ton mari pour un cornichon, un beau jour, de la farce, tu seras le dindon. Vous voulez... Bonsoir. La Savetière prodigieuse, une fable truculente de Garcia Lorca, mercredi 20h30, avec la 7 et sur FR3. Je me suis unie à mon mari. Eh bien, c'est jusqu'à ma mort.